Mais tout de suite, une enquête qui va vous emmener dans un monde insoupçonné, un monde imaginé par un gourou belge, Robert Spatz, et son mouvement baptisé OKC, Ogyan Kunzang Choling. Cette association et son maître à penser vont dans quelques jours se retrouver devant leur juge. Ils vont devoir répondre d'accusations telles que faux, usage de faux, mais aussi séquestration, torture, viol et abus sexuels sur mineurs. Un épisode judiciaire pas banal pour cette association qui, depuis 3 décennies, a fixé elle-même ses règles de vie. Des règles basées en apparence sur la sagesse bouddhiste. Mais pour ce devoir d'enquête, nous avons retrouvé des anciens adeptes. Ils parlent pour la première fois. Ils nous livrent une vérité bien plus inquiétante, celle d'une manipulation mentale, savamment orchestrée autour d'un principe, celui de séparer les enfants de leurs parents. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus des adultes et pour la première fois, ils ont donc trouvé le courage de crier leur colère. Nous sommes à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence, à 80 km de la Côte d'Azur. Le 30 mai 1997, 130 gendarmes traversent le village et empruntent la route de montagne qui mène vers le château de Soleil. C'est le début d'une impressionnante perquisition, digne d'une opération militaire. Le périmètre autour du château est bouclé. Au même moment, à Bruxelles, 200 gendarmes perquisitionnent dans 17 endroits, des immeubles, 2 restaurants, des magasins. Tous appartiennent à ce centre tibétain du nom d'Ogyan Kunzang Choling, un mouvement d'inspiration bouddhiste suspecté d'être une secte. Les enquêteurs soupçonnent le groupe d'une liste impressionnante d'infractions. Extorsion, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance, blanchiment d'argent, infraction aux lois sociales et du travail, traite des êtres humains, séquestration et non-assistance à personne en danger. Un psychiatre et un médecin légiste accompagnaient d'ailleurs les enquêteurs. C'est le début d'une instruction pénale qui va durer 18 ans. Au cœur de cette enquête, Robert Spatz. Il se fait appeler Lama Kunzang et se présente comme un maître du bouddhisme tibétain. C'est le fondateur de cette communauté. Aujourd'hui, cet homme est poursuivi pour une centaine d'infractions qui vont de l'escroquerie aux abus sexuels sur mineurs. Nous avons enquêté sur le parcours de ce Belge devenu lama. Sur sa route, nous avons découvert un monde stupéfiant, peuplé d'enfants oubliés. C'est ici, à Castellane, que commence notre enquête sur cette si discrète communauté. Nous roulons vers le château de Soleil, ce fameux monastère perquisitionné en 1997. Niché au cœur de ces montagnes de Haute-Provence, il appartient toujours au centre tibétain OKC. C'est Touraï qui nous guide. Enfant, il a été déposé au monastère par sa maman, alors adepte d'OKC. Aujourd'hui, il veut nous montrer ce qu'il appelle le piège. Je suis parti d'ici quand j'avais 12 ans et demi, 12 ans. Mais 39, ça va faire plus de 20 ans. 30 ans. Je reconnais les montagnes. Je reconnais les couleurs. Pour des parents qui amènent leurs enfants ici... Oh, c'est pas effrayant. C'est pas effrayant pour eux. Ils apportent leur enfant dans le paradis. Partez en vacances. On allait nous montrer un endroit merveilleux. Plein de bonheur avec plein d'autres enfants. Un endroit pur. Protégé de la décadence de la société. Un endroit où on pourrait former des chevaliers. Ouais, c'est ici. Alors cette plaque-là, c'est le premier piège. Centre de méditation et d'études du bouddhisme tibétain. Nimadzong, Château de Soleil. Ça devrait être centre de lavage de cerveau. Camp de torture.
de séquestration. Votre mère, elle était complètement d'accord de vous amener ici? Oui, à ce moment-là, elle était complètement manipulée et elle pensait que c'était la meilleure des choses à faire. En réalité, quand elle faisait croire aux adeptes qu'ils étaient complètement pourris et que s'ils ne se séparaient pas de leurs enfants, eh bien, ils allaient pourrir leurs enfants aussi. C'est très important pour eux d'être dans un endroit qui soit complètement coupé du monde. Au bout des derniers kilomètres parcourus à pied, nous apercevons le monastère. Son calme apparent tranche avec ce que Touraï vient de nous raconter. Des dizaines d'enfants auraient vécu ici, privés de leurs parents et de leur liberté de penser. Ils auraient été maltraités et même abusés. Pour vérifier ces dires, nous décidons de remonter aux origines d'Okase. Le mouvement voit le jour au début des années 70. Nous sommes en pleine période Peace and Love. Toute une génération rêve alors de liberté. Catherine a vécu 25 ans au sein de cette communauté. En rupture avec ses parents, elle y trouve une nouvelle famille. On est attiré par la vie en communauté et une vie proche de la nature. On était attiré par un mode de vie différent. Quand je suis arrivée à cet endroit, je l'ai trouvé absolument extraordinaire, sublime. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour les gens qui habitaient dans cet endroit que j'ai trouvé tout de suite exceptionnel. Des gens d'une grande ouverture, d'une grande humanité, des gens souriants, heureux, compassionnés, des gens qui étaient toujours prêts à aider. Ah, j'étais comme un poisson dans l'eau. Jean-François, lui aussi, est un adepte de la première heure. Alors, jeune médecin, un peu rebelle, il opte pour cette vie en communauté, faite de partage et de spiritualité bouddhiste. Ce projet, il était beau? Oui, il était très beau. Très noble, très beau, très courageux, très utopique aussi, mais en même temps, ça valait la peine de l'essayer. Et ce qui donnait une garantie, à cette époque-là déjà aussi, c'était le fait que ce soit lié à une tradition ancestrale, bouddhiste et tibétaine, avec des maîtres au-delà de tout soupçon, au-delà de toute remise en question, qui avalisaient cette aventure. Au centre de cette aventure, un homme, Robert Spatz. Il se fait appeler Lama Khunsang. À en croire sa biographie officielle, il a tout appris auprès de maîtres tibétains. Assez en tout cas pour devenir lui-même maître à penser. Au sein d'Okase, c'est Robert le Lama qui prêche lui-même la bonne parole. Merveille, dans le champ pur de l'espace absolu, libre, la réalité absolue, sans origine ni fin à travers les trois temps. Des adeptes complètement envoûtés par cette voix. C'était un peu, on pourrait imaginer, comme un ange gardien, quelqu'un de bien, une personne spéciale, avec un charisme, un magnétisme, comme je n'ai plus jamais rencontré de toute ma vie. Quand il demandait quelque chose, oui, au départ, je ne me posais pas trop de questions. Ça allait de source. Moi, je croyais que tout ce qu'il demandait, c'était bien. C'était vraiment des bons conseils. Quels bons conseils Robert Spatz donnait-il à ses adeptes? Y avait-il des règles de vie distillées dans ses prières? Quelle place était réservée aux enfants nés dans la communauté? Ces questions nous amènent vers Ricardo. Il est né au sein d'Okase et c'est la première fois qu'il accepte d'en parler. Je suis né à la maison, accouché par le médecin de la communauté. Voilà, 1980. Très tôt, je vais bouger en France, là où la communauté a un monastère, on va dire. Mais on peut imaginer ça plutôt comme un internat, et donc c'est là que je vais arriver avec ma mère. Je vais rester avec ma mère jusqu'à l'âge de mes 5 ans,
Et puis elle retournera en Belgique travailler dans les secteurs de la communauté. Donc quand moi j'ai 5 ans. Sans son enfant? Sans toi? Sans moi. La vie de Sophie commence de la même manière. Elle aussi est née au sein de la communauté à la fin des années 70. Ses parents, comme la plupart des adeptes, travaillent et vivent à Bruxelles. Mais les enfants, eux, se regroupent petit à petit à Castellane. Quand j'ai vu tous ces enfants, les enfants me disaient « Ah, tu vas rester avec nous, tu vas rester avec nous ». Eh ben oui, je trouvais ça chouette. Donc j'ai dit « Moi, je veux rester ». Ma mère m'a demandé si j'étais vraiment sûre, j'ai dit oui, oui, oui. Et donc ma mère a dû rentrer avec tout le monde, c'était des voitures bondées avec tous les gens de la communauté, et rentrer à leurs activités. Et j'ai pas compris, c'était effectivement quand même une grande souffrance, parce que je demandais pourquoi ma mère partait, la voiture s'est partie du monastère, et moi j'ai couru derrière en criant et en pleurant. Et voilà, c'est fini, c'est comme ça que... Mais oui, je pense que psychologiquement, rien que ce départ va me toucher profondément, même si après je prendrai toute ma vie, on va dire, à savoir exactement me rendre compte à quel point, on va dire. Mais c'est un moment assez fondamental, en tout cas dans ma vie, quoi. Pendant 3 jours, j'ai pleuré, j'étais tout le temps seule, sur une pierre, n'importe où. Et un jour, on m'a secoué, on m'a dit « Bon, maintenant, c'est bien, t'as pleuré 3 jours, ta maman, elle est partie. Maintenant, t'es avec les enfants, il y a des prières à faire, etc. » Il fallait rentrer dans le groupe. La notion de famille classique s'efface à ce moment pour Sophie et les autres. Place à la vie et aux enseignements en communauté. La première année, je n'ai pas vu ma mère, enfin j'ai pas vu mes parents du tout. Moi, ça m'est arrivé pendant 2-3 ans à un certain moment de ne pas les voir, ou mon père pendant beaucoup plus d'années de ne pas le voir. En fait, tout enfant qui arrivait là, ses habits allaient avec tous les habits de tous les enfants. Il y avait des culottes pour chaque groupe de taille, et on avait en dessous de son lit un petit panier avec 2-3 bricoles, un papier à lettres, et voilà, de 2-3 petits brols, c'était pas grand-chose. Mais il n'y avait plus d'individualité, c'était vraiment fondu dans un groupe. On ne discutait pas, il fallait faire ce qu'on demandait, et c'était tout. C'est donc ici, à Castellane, que Ricardo et Sophie ont vécu jusqu'à l'adolescence. Nous retrouvons Touraille à l'entrée du monastère. Lui est arrivé ici à l'âge de 6 ans. Il n'est pas resté très longtemps, mais ses souvenirs restent intacts. Ça, c'est un ancien château des Templiers. Ça. Ouais. Donc ça, c'est le bâtiment principal. Ça, c'est le bâtiment principal. Là, c'est la cuisine. Et au-dessus, c'est la bergerie. Ah, d'accord. Vous voyez la petite pièce là au-dessus, cette petite fenêtre là? Ça, c'était l'école. Vous voyez le cercle là? Il est toujours là. Là. Là, il faisait un grand feu, un énorme feu. Il demandait aux gens de sauter au-dessus du feu, et si on se brûlait, on brûlait ses émotions, c'était bien. J'ai vu des gens tomber dans les braises et en être contents. Nous arrivons en caméra discrète. Nous sommes accueillis par un certain Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Touraille est crispé. Jean-Louis, lui, est surpris. Il était déjà le responsable du monastère à l'époque. Touraille, le fils Touraille. de Miguel, oui. Oh, punaise, d'accord. Comment vas-tu? Bonjour. Ah ben, Moi, je me présente. Je suis Malika Attar et je suis journaliste pour la RTBF. Ah bon? Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de faire la visite avec Touraille? On va vous montrer le temple. On va vous montrer le temple, on va vous montrer les endroits publics. Super. Ouais. Ok, on vous suit alors? Vous nous montrez? Bon, mais attendez. Ah, d'accord. Vous voulez vous faire une beauté? Hein? Vous voulez vous faire une beauté? Non, c'est pas nécessaire. Moi, je vais peut-être chacun changer un peu. Non, parce que vous allez m'interviewer et tout. Oui, ce serait bien. Ce monastère a donc accueilli plus de 70 enfants entre 1980 et 2000. Logés, élevés, instruits dans ce lieu isolé, presque irréel. Aujourd'hui, il ne reste que quelques adultes qui vaquent discrètement à leurs tâches.
On nous permet donc de filmer les endroits publics. Ici, c'est là où on coupait le bois, ça n'a pas changé. Ça, c'est l'endroit où... c'est le dortoir. Le dortoir c'est pas le réfectoire. C'était le dortoir et le réfectoire. Donc vous dormez On mangeait et on dormait dans la même pièce, ici. Et le dortoir des filles était au-dessus. Ici, c'est la poste. La poste amenait ici, le postier. Il venait ici et il apportait tout le courrier ici. Et alors, la responsable des enfants prenait le courrier et elle le vérifiait d'abord. Et puis, si il n'y avait pas des choses qui étaient embêtantes pour eux dans le courrier, on avait le droit de recevoir les lettres. Bonjour. Au cours de la visite, nous rencontrons Martine. C'est la femme de Jean-Louis. Elle habite ici depuis 1976. C'est aussi l'ancienne institutrice du monastère. Comme les enfants ne cessaient d'arriver, il avait fallu organiser une école primaire. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir, vous, de cette époque? Mais pour moi, ça a été merveilleux parce que c'était un peu mon rêve d'être institutrice à la campagne. Et de pouvoir aller faire des balades et tout ça, et puis d'être indépendante, et puis de ne pas être entre quatre murs en ville. Martine refuse d'être filmée, mais elle accepte de répondre à la question qui nous taraude. Pourquoi les parents de la communauté laissaient-ils leurs enfants ici? Des mamans qui ne sentaient pas, ou qui n'avaient pas le courage, ou la force, ou la motivation pour confier les enfants ici, ne l'ont pas fait. Donc il n'y a pas eu d'obligation, c'est le choix des parents, de se dire, voilà, mon enfant sera bien là. Ce choix de vie viendrait donc des parents de la communauté. Pour en savoir plus, nous avons posé la question à d'anciens adeptes, dont Catherine. Elle a laissé son enfant à Castellane un jour d'été 1985. Quand on lui demande pourquoi, elle parle de philosophie. C'est venu comme ça, c'est venu avec tout le reste, c'était normal. Mais pour nous, avec notre philosophie, le meilleur endroit du monde pour nos enfants, c'était à la campagne. Loin de vous. Même s'il fallait se sacrifier, pour nous, ça n'avait rien de mal. C'était une suite logique. Ce n'était pas notre choix, il y avait une pression morale incontournable de mettre ses enfants dans un monastère animazon, de façon à ce que les parents puissent être libres de l'éducation et donc plus productifs dans les activités citadines, certainement. Et en même temps, par la suite, on se pose la question si ce n'était pas pour rendre les enfants plus manipulables. Un enfant dans les jupes de sa mère, ça gêne. Si on veut pouvoir exploiter l'adulte un maximum, il faut pouvoir le séparer de ses responsabilités totales. Il y avait d'abord une doctrine qui disait que les parents étaient un petit peu, des mauvaises influences en quelque sorte, et qu'il fallait protéger leurs propres enfants des mauvaises influences de leurs parents. Il y aurait donc eu un projet derrière tout cela, une doctrine établie et inculquée par le seul maître de la communauté. Aujourd'hui, Robert Spatz vit retranché en Espagne. Très malade selon ses proches, il ne peut répondre à nos questions, notamment sur le sort des enfants. Nous allons donc chercher une réponse au travers de ces enseignements de l'époque. Parmi eux, un texte intitulé « Laissez vos enfants tranquilles ». Vous faites retomber sur la tête de vos enfants vos peurs, votre héritage et son potentiel négatif. Au milieu des phrases empoulées, on retrouve la notion de mauvaise influence des parents. Laissez les enfants tranquilles dans les meilleurs lieux, vous les connaissez. Et le souhait qu'ils vivent à Nimazong, donc à Castellane, dans un lieu pur. Fichez-leur la paix avec vos peurs chromosomiques, vos héritages malheureux. Les parents sont donc présentés comme des vecteurs de poison. S'éloigner de leurs enfants serait le meilleur moyen pour les protéger. Nous retournons à Castellane pour en savoir un peu plus sur les conditions de vie des enfants. Martine, l'ancienne institutrice, nous guide vers le temple. Et les images se bousculent dans la tête de Touraï. Il y a toujours la salle en haut, la salle des enseignements, là. Le temple.
Allez, rentre, vite, vite. Alors ça, c'est le tambour, là. Quand tu rentres ici, tu as vraiment l'impression que tu es dans un monastère bouddhiste. Ou dans un... Tu crois que tu es dans un temple bouddhiste. C'est vraiment... c'est très, très, très bien fait. Toutes les divinités, Guru Rinpoche, les offrandes, les livres de prière... Le tambour, c'était une de mes tâches. Quand on se levait le matin, 5h30, courir du lit, on recevait sa brosse à dents bouillie. Et hop, dans le temple. Et l'intérêt restait bien droit, pas courber le dos surtout. Et puis les séances de prosternation. Là, tu dois te mettre de tout ton long par terre, devant quelqu'un, devant une photo. Tu dois te coucher par terre et vraiment t'humilier complètement, quoi. Complètement. Chaque prosternation est une humiliation. Voilà, le monstre. Enfin, le businessman. Filme-le. C'est lui. Lui, c'est le chef, lui, c'est le leader. Tout nous ramène inévitablement à ce lama, Robert Spatz. Sous ses habits de moine tibétain, son autorité semble à l'époque indiscutable. Même s'il ne vit pas aux côtés des enfants au quotidien, il soigne chacune de ses apparitions au monastère. Son image leur est imposée comme la référence. Son portrait s'affiche partout. Il a une place prépondérante, moi je dirais. Il est dans le réfectoire, il est dans la cuisine, il est en photo, je veux dire, il est partout, il est dans tous les endroits, on va dire, communs, publics, et après il est aussi dans tous les dormitoires, le temple, il est vraiment effectivement partout. Si on recevait une caresse sur la tête, c'était nous, on avait reçu quelque chose d'incroyable. Et plus tard, on l'appelait même papa. C'était... quand il arrivait, tout le monde devait se prosterner, tout le monde baissait la tête, on ne levait jamais les yeux sur lui. Jamais ce serait venu à l'idée de dire, par exemple, non, j'ai pas envie, ou de regarder dans les yeux, ou de dire oui, mais... On ne faisait pas ça. Nous, on était enfants, on avait 4, 5 ans, etc. et plus. On devait attendre jusqu'à 11h minuit dans le temple, jusqu'à ce que Spatz arrive. Il arrivait avec sa grosse range, avec ses habits de maître, c'est-à-dire avec habits comme un moine. Il y a un autel, il y a un trône sur une estrade. Voilà. Il est servi avec une tasse, quelqu'un qui l'amène ça comme ça, au-dessus de sa tête. Il fallait que tout soit nickel. Il y avait des gens choisis pour pouvoir faire des choses pour lui. Préférablement des vierges. Je pense qu'il va rentrer dans son propre jeu et il va complètement en perdre le contrôle, les limites, et qu'il va rentrer dans une idéologie qui n'appartient qu'à lui. Ça va devenir du spatsisme, très clairement. C'est-à-dire, même si c'est des textes bouddhistes qu'on utilise, ce qu'on vit, c'est pas du bouddhisme. Le spatsisme, pour les enfants du monastère, ce sont des rituels, une éducation stricte et un objectif, devenir des êtres purs. Alors ici, ça s'appelle ce qu'on appelait un livre de prière, qui était quelque chose qu'on recevait quand on était plutôt assez jeune. Je sais pas, je crois que moi j'ai dû recevoir le mien vers 8-9 ans, quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on lisait tous les jours, donc c'est divisé en deux. Il y a une partie qui se faisait le matin, je suppose que c'est cette partie ici, et ça c'était la partie du soir. Les offices duraient quand même 2 heures, et donc c'était une suite, tout ça était rangé dans une séquence, et donc on faisait les pratiques les unes après les autres. Ça pouvait peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépendait, tous les jours, matin et soir. En tout, les enfants passent plus de 6 heures par jour à prier, à se confesser, à se connecter mentalement à leur maître devenu leur père. Les enfants sont classés par groupe d'âge. Certains adeptes s'improvisent alors éducateurs, souvent pour le pire. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs responsables pour différents groupes d'âge.
Et on a laissé faire plusieurs personnes qui étaient vraiment des pervers ou des maniaques, ça c'était clair, qui donnaient des punitions, mais vraiment abominables. Il va y avoir un instructeur qui, lui, va véritablement péter un plomb d'une manière systématique, d'une manière très réfléchie, très très froide, très très malade, en fait. T'as pas été sage, voilà. T'as pas été sage, donc tu seras puni. Et toute la journée, tu vas transporter cette idée que le soir, tu vas devoir rentrer chez lui et que tu vas te faire battre. Et que battre, ça voudrait dire, je te sors mon mouchoir de ma poche avec lequel il se mouche et il te le fout dans la bouche. Il s'assied sur toi et il va te battre les fesses jusqu'à ce que tu sais plus t'asseoir, quoi. Voilà. Il y avait d'autres punitions. Par exemple, faut savoir qu'en Provence, il fait quand même redoutablement froid dans la montagne. Il fallait courir dans le gel, tout un parcours, pieds nus, pendant quand même un certain temps. Ça allait de un quart d'heure, ça pouvait durer 3 quarts d'heure. Et donc ça, on avait les pieds, après ça, avec des engelures bien éclatées, mais aussi avec des cloques, avec des morceaux de peau qui partaient. Ou va te sortir de ton lit, tôt le matin, et il va te dire, voilà, hier, tu as fait X ou Y, tu dois faire autant de prosternations dans la neige. Et alors, il va nous amener sur ce qu'ils appelaient l'air sacré, qui est un espèce de grand rond avec des pierres, une grande prairie, on va dire. Et donc, il nous amène là-dessus pour nous faire prosterner. Et puis, chaque fois qu'on a fait fondre toute la neige où on faisait nos prosternations, il va nous demander de changer de place pour être certain qu'on soit à nouveau confronté à de la neige bien froide. Et donc, c'est des trucs où tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'obéir, parce que sinon, tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu sais même pas parfois pourquoi, qu'est-ce que tu as fait en fait. Au fil de notre enquête, les témoignages s'accumulent. Ils se ressemblent. Parler devient une nécessité. À l'image de Marc, qui met des mots sur son enfance pour la première fois. Ben on avait faim, oui, ça c'est vrai. On avait faim, ça c'est clair. Ça c'est sûr. La nourriture à cet âge-là, ouais, ça ne devrait pas être un problème, mais pour nous, à cet âge, quand on était là, la nourriture c'était le bien le plus sacré. Ouais. Il y avait des pierres partout, hein, donc on devait passer toute une après-midi à 4 pattes avec un seau, enlever toutes les pierres, aller verser les pierres plus loin et continuer la ligne. Des pierristes, c'était l'horreur. Donc, oui. À 7 ans, je pense pas que les enfants doivent faire ce travail-là. Donc. Je pense que même encore plein de parents aujourd'hui n'ont pas idée de ce qui est véritablement arrivé avec leurs enfants. Ce que Spatz attend à ce moment-là, c'est qu'on grandisse. Parce que à 6, 7, 8, 9 ans, qu'est-ce que tu veux faire avec un enfant de 6, 7, 8, 9 ans? Je pense qu'il attend qu'on grandisse et c'est ce qui va se passer après. Après, on va se retrouver dans un autre monastère, un autre internat au Portugal. Et ça va pas aller mieux. Ça va pas aller mieux. Un décrochage scolaire, encore plus de bouddhisme, encore plus de religion. Entre l'âge de 16 et 22 ans, c'était vraiment très très cadré, énormément de discipline, avec beaucoup d'arts martiaux et de sport, avec des combats, développer les 6e sens, etc. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de temps personnel, ou en tout cas très 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 peu. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas tout ça. Et donc on est constamment dans un rythme effréné pour soi-disant se préparer à on ne sait pas quoi. Qui serait imminent, évidemment. On était là pour passer pour la fin du monde et pour aider les êtres dans la souffrance de fin du monde. On devait être prêts. Dans ces 2 monastères de France et du Portugal, Robert Spatz ne fait que des apparitions, toujours très théâtrales, très mises en scène, faites de recueillements et de grandes fêtes. Pour asseoir son autorité, il est parfois accompagné d'honorables maîtres tibétains. Mais le reste du temps, Robert Spatz vit à Bruxelles, dans une luxueuse villa d'Uccle. De là, il veille sur ses adeptes. Des adeptes qui, dans les années 80, sont très occupés à faire tourner les restaurants et autres magasins de la communauté. Comme les responsables d'Ocasé ne souhaitent pas nous rencontrer, c'est Touraille qui nous emmène en caméra discrète dans les commerces où travaillaient autrefois les adeptes. Ces endroits existent encore aujourd'hui. Et c'est là que Touraille veut nous parler de sa mère et de sa vie de labeur qu'elle a entièrement consacrée à la communauté. Ma mère a travaillé ici. Ma mère
s'est fait utiliser pendant des années et des années, plus d'une dizaine d'années, complètement gratuitement. Elle n'a jamais été payée et d'ailleurs elle n'a aussi jamais été déclarée. Ça veut dire que tous ces gens qui vont travailler pendant des années, des 10 ans, des 20 ans, des 30 ans, quand ils sortent de cet endroit, eh bien, ils n'ont droit à aucune pension. Ils en sortent complètement nus. Même plus que nous, ça veut dire qu'ils ont été affaiblis. On leur a enlevé toute capacité de pouvoir se débrouiller dans la société. Au minimum entre 250 et 400 personnes qui sont tous arrivés en donnant tout ce qu'ils avaient. Ça veut dire que si tu as de l'argent, si tu as des biens immobiliers, si tu as un commerce, tu dois tout donner. Et si tu n'as rien, c'est pas grave, tu vas donner ton corps et ton énergie, tu vas travailler pour moi. La plupart des adeptes à cette époque vivent ensemble dans ces appartements. Ils sont logés, nourris, ils partagent tout. Les enseignements du maître, bien sûr, mais aussi leur argent. Dominique a vu son frère y vivre pendant 40 ans. Et pour lui, les méthodes d'Ocassé s'apparentent à de la manipulation. Son frère était le médecin de la communauté, il a été spolié. Alors, spolié, plumé, oui, ça c'est le cas de le dire. Il était là, il avait le cabinet qui était lié à la communauté. Tous les honoraires étaient perçus par ce que j'appellerais l'organisation. Et comme il était logé et nourri par elle, il recevait un peu d'argent de poche. Voilà, on va le dire ainsi. Il est extrêmement fort, le monsieur Spatz. C'est un monsieur très très perfide et excessivement intelligent et qui est un maître manipulateur. Oui. Une omniprésence du maître qui semble s'immiscer jusque dans la vie la plus intime des adeptes. Il fallait certainement obtenir son autorisation si on voulait se marier. Et je pense que même une fois marié, il est apparu que quand bien même des jeunes étaient mariés, avant de pouvoir avoir des relations sexuelles, il fallait d'abord avoir l'autorisation du gourou. Et probablement que l'épouse devait d'abord passer par une phase d'initiation, ce qui est également apparu dans le dossier. Il prenait les gens un à un, des couples, il arrivait très bien à défaire et à remettre des couples, des gens qui en souffraient même beaucoup, parce qu'il y avait des femmes tout d'un coup qui tombaient enceintes alors que c'était pas son mari. En une fois, il enlevait un ici, il le remettait là, il changeait de pays alors que ces gens étaient ensemble depuis des années. Un enfant ici, les parents là. Donc il savait, on avait dit, il avait la main mise sur le mental, sur les émotions de chaque individu. En bouddhiste convaincu, Jean-François aura souvent des doutes. Et parfois, il osera poser des questions. Chaque fois que j'ai posé des questions, il réagissait par la violence. J'ai été frappé, j'ai été giflé en public, j'ai été calomnié. Mes frères et sœurs ont reçu l'interdiction de me rencontrer, même de croiser mon regard. Je me demande pourquoi, de la part d'un maître spirituel. Tout cela se passe en toute discrétion pendant plus de 20 ans, au cœur de Bruxelles, à l'endroit même où, ce jour de mars 1997, les gendarmes belges perquisitionnent. Cette opération policière qui se déroule aussi en France est sans précédent. Robert Spatz est placé en détention préventive, d'abord soupçonné de fraude financière, ensuite de faits de mœurs. Ces perquisitions et l'inculpation du gourou marquent un tournant dans l'histoire d'Ocassé. Des adeptes doutent, d'autres parlent. Des mineurs auraient été abusés. Adeline a longtemps hésité à nous parler, car sa vie s'est toujours résumée à la communauté. Elle a donc été élevée dans le dévouement le plus total au lama. Déposée au monastère à l'âge de 2 ans et demi, elle y sera une enfant modèle, studieuse et pieuse. Au lendemain de ses 17 ans, c'est la consécration. Adeline est choisie pour vivre avec son gourou. Pour moi, le lama était la personne la plus importante pour moi, pour ma vie. Et donc quand je suis arrivée là-bas, pour moi c'était quelqu'un à l'idée qui était un maître spirituel, quelqu'un d'accompli, qui œuvrait au bien des êtres. Cette joie s'est très vite transformée en un douloureux, bouleversement complet.
C'est ici, à Aix-au-Presles, près de Charleroi, qu'Adeline va vivre. Dans une luxueuse maison où le lama s'est réfugié depuis sa sortie de prison. Un lieu gardé secret, loué sous un autre nom. Pendant quelques mois que je vis là-bas, durant des nuits ou des jours, eh ben, il m'appelle pour faire des espèces de massages tantriques. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais bon, il s'avère qu'à ce moment-là, ça me perturbe complètement parce que j'ai 17 ans. J'ai eu peut-être 1 ou 2 flirts auparavant, mais rien de plus. À la fois, je suis en admiration, en adoration par rapport au maître spirituel. Autant je suis perturbée par le rapport maître-disciple où il y a une relation physique. C'est-à-dire on avait des espèces de trucs dans sa chambre. À un moment donné, c'est vrai que moi, j'ai dit que je voulais quitter les lieux. Je lui ai dit que je me sentais plus capable de vivre dans cet endroit et que je voulais retourner à Château de Soleil. Mais sauf que il me dit que je suis la seule personne de la communauté qui est prête à vivre près de lui. Et donc pendant 4 mois, je me lève le matin avec la boule au ventre et chaque jour je pleure. Adeline est complètement anéantie. Pour cette jeune fille, tout s'écroule. Entre culpabilité, endoctrinement et pression en tout genre, un jour, elle ose porter plainte, comme un cri de colère trop longtemps enfoui. Est-ce que je suis débile d'avoir porté plainte contre quelqu'un qui, à l'âge de 17 ans, m'amène dans sa chambre et me fait vivre des espèces de massages et des attouchements au niveau tantrique secrets que je ne peux pas en parler sous peine d'aller en enfer? Est-ce que c'est moi qui suis folle dans cette affaire? Est-ce que c'est un maître? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui, toute sa vie, a utilisé, manipulé mes parents et peut-être beaucoup d'autres gens dans un but de s'amuser? En fait, c'est quelqu'un qui avait envie de vivre le luxe. Lors de notre visite à Castellane, nous avions parlé à Martine de ses soupçons d'abus sexuels. Inimaginables pour l'ancienne institutrice, juste des affabulations de jeunes à problème. Ça, je dois avouer que je n'y crois pas trop. Si on voit le cas des jeunes qui ont avancé ça, c'est des personnes avec de gros problèmes antécédents au fait qu'ils dénoncent. Certains sont nés ici pourtant. Hein. Il faut aussi voir ce qu'on raconte, hein, les rumeurs. Parce que les rumeurs, on sait ce que ça peut donner. Hein. Nous n'irons pas beaucoup plus loin dans la discussion. La visite du monastère va prendre une nouvelle tournure. Après un coup de fil avec Bruxelles, le visage de Jean-Louis va changer. À partir de ce moment-là, nos faits et gestes seront filmés. Vous avez envoyé des mails à qui? Vous vous sentez énervé. Évidemment, je suis énervé. Monsieur Rouille, monsieur... S'il te plaît, sois poli et ferme-la, s'il te plaît. Monsieur, je vous écoute. S'il te plaît, tais-toi. Bon, écoute, je vous écoute. Vous voulez qu'on aille à l'intérieur? Oui, vous venez, et puis on va... Avec votre... Si c'est avec votre caméraman, je prends le mien aussi. Hein. Ah, mais vous le prenez, moi, je m'en fous. Hein. D'accord. Bon. Une fois dans son bureau, et toujours sous étroite surveillance, on nous annonce la couleur. Alors, regardez, on va faire ce qu'on peut pour que cette émission n'ait pas lieu. Mais Jean-Louis a manifestement reçu des consignes. Il doit nous montrer des documents favorables à la communauté, notamment ce rapport édifiant du juge de la jeunesse de Digne en 1996. Aucun manque affectif n'a été décelé. Cette absence est compensée par l'affection que leur témoignent les adultes présents. Les enfants expriment un désir fort de progression sur le chemin spirituel. Pour cela, ils ont besoin des enseignements du Lama Kunzang, qui est le maître à penser. Le lama est précieux. Les enfants résidant au Château de Soleil bénéficient de conditions de vie tant matérielles que morales favorables à leur épanouissement. En conséquence, il n'y a pas lieu à assistance éducative. Pendant plus d'1 heure, Jean-Louis va nous montrer des rapports positifs sur l'éducation des enfants ici au monastère. Des rapports qu'il nous détaille sous l'œil bienveillant du lama Robert Spatz. Et puis vous avez l'éducation nationale qui déclare que les enfants bénéficient de conditions d'enseignement privilégiées et qu'elle est tout à fait favorable à l'ouverture d'une école privée.
Parmi les enfants qui ont répondu aux questions de ces inspecteurs sociaux, il y avait Adeline. Elle avait 13 ans à l'époque et se souvient très bien de l'enjeu. C'était logique qu'on allait tout faire pour sauver notre village. On se protégeait aussi. Parce que si on nous retirait tout ça, eh ben, on n'avait plus rien. C'est-à-dire qu'on allait se séparer encore plus. C'est-à-dire qu'on allait se retrouver, mais genre perdus dans le monde, c'est vrai. Il aura fallu des années avant que ces enfants devenus des adultes osent prendre la parole, leur parole. À quelques jours du procès de la communauté au Cassé et de son gourou, c'est leur vérité qu'ils ont voulu raconter. La vérité d'enfants trop longtemps oubliés. Être resté 30 ans dans un système, voilà, ça restera jusqu'à la fin des jours que je serai conditionnée d'une façon. Je vais devoir travailler là-dessus, je dois me réadapter. Et je pense que ce sera jusqu'à la fin que je vais devoir faire des efforts là-dessus pour être normal, entre guillemets. Je découvre encore plein de choses aujourd'hui, ça c'est sûr, quoi. Il y a énormément de choses que, voilà, je suis simplement passé à côté. Que ce soit en termes de connaissances, en termes de culture, en termes de 1 milliard de choses que je découvre et que je vis pour la première fois alors que j'ai la trentaine, quoi. Je pouvais marcher dans la rue sans savoir comment même poser mon regard, comment me comporter socialement avec les gens. C'est stupide de se dire que c'est déstabilisant de prendre un transport en commun, quoi. Ou de rentrer dans une banque, ou de rentrer dans une école publique et de vouloir... et de ne pas savoir comment ça marche, de ne rien savoir, quoi. Je pourrais vivre normalement, c'est-à-dire me retrancher dans une vie de travail tout à fait correcte et tout. Mais c'est vrai que toujours cette histoire me bloque. Et donc je préfère me retrancher parfois dans des trucs, oui, je suis folle, plutôt que d'en arriver à affronter ma réalité. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu dans une secte. Oui, j'ai été abusée par un pseudo-maître qui se prenait pour un grand lama et qui a abusé, mais malheureusement pas que de moi. C'est-à-dire que, après, je veux pas parler d'autres gens, mais je sais que c'était quand même un système assez ambigu et pas tout à fait réaliste dans lequel j'ai vécu pendant toute mon enfance, jusqu'à ma majorité. Robert Spatz n'a pas désiré répondre à nos questions. Il ne participera d'ailleurs pas non plus à son procès, jugé trop souffrant pour se déplacer depuis l'Espagne. Il sera représenté par ses talentueux avocats. Néanmoins, et selon nos informations, Robert Spatz aurait quand même trouvé le courage de donner des enseignements à Marbella au début du mois de novembre, et cela devant un petit groupe de fidèles. Aujourd'hui, la plupart des membres ont pris leur distance et tentent de se reconstruire. Restent évidemment les blessures et l'attente réelle d'une reconnaissance pour tout ce qu'ils ont enduré pendant des années.